Et ça passe par une humilité de nous, Congolais, qu'on arrête un peu d'individualiser le débat. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui a été élu. Il n'est pas parfait, mais il est l'homme qui est là, c'est lui le garant des institutions et les garants de la nation. La nation est menacée, nous devons d'être derrière lui, nous devons de nous mettre autour de lui. Nous avons globalement échoué, il faut recréer un nouveau Congo. Nous devons nous mettre tous autour d'une table. Moi, je ne sais pas qu'on le président Tshisekedi, il faut qu'on dise les choses clairement. Pourquoi je dis au nom du peuple congolais? Pour qu'on ne vienne pas me donner des intentions d'être quelqu'un qui est tenté de chercher un poste chez le président Tshisekedi. Vous êtes déjà ici, oui, pas besoin de poste. Oui, donc nous sommes là pour l'intérêt du peuple congolais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui doit prendre en main son destin. Mais il n'y a pas mieux aujourd'hui qui représente les intérêts du peuple congolais que le président Tshisekedi. Bonsoir à tous. Le M23 claque la porte des négociations. Comment expliquer cette décision? Quelles seront les conséquences pour la suite? Pour en parler, je reçois Armand Mavinga, notre doyen, le politologue. Merci. Bonsoir Armand. Bonsoir. Docteur Ben Touré, enseignant à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Antoine Okongo, chroniqueur. Bonsoir Antoine. Et en duplex depuis Kinshasa, Christos Mukendi, acteur politique, président de Congo Prospère et Grand. Bonsoir Christos. Bonsoir, mon frère Karim. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. La décision du M23, monsieur, était prévisible. Comment vous l'avez accueillie? Parole au doyen. Oui, moi je pense que c'était prévisible. Je le sentais venir. Pourquoi je le sentais venir? Bon, on a très bien peur de sanctions. Et n'oublions pas aussi que la plupart des gens qui sont de M23 ou de l'AFC, ils sont aussi sous de poursuites qui ont été entamées au ministère de la Justice, au niveau de la République du Congo. Donc ils sont poursuivables. Mais c'est que surtout, quelque chose qu'on ne dise pas, dans leur entendement, le président de l'Angola n'est pas un partenaire partial, même s'ils ne le disent pas. Donc moi je pense que dans leur logique, ils pensent que le président Lourenço est beaucoup plus pro-Tshisekedi que pro-M23. Mais le doyen, il y a quelque chose qui est assez bizarre parce qu'ils avaient mis en place une délégation, ils avaient même déjà défini le trajet pour aller à Luanda, et patatras, ils annulent tout. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, c'est pour dire que ça montre clairement que ce mouvement n'a pas l'autonomie, comment je pourrais dire, une certaine autonomie intellectuelle. Il y a une certaine influence, c'est-à-dire il y a quand même une influence du Rwanda. On sait une influence du Rwanda. Vous avez vu que le processus entre la RDC et le Rwanda s'est interrompu au niveau de C'était le processus de Luanda, justement. Et maintenant, nous sommes dans un processus, parce que le président Paul Kagame voulait utiliser le M23 et les autres pour se dédouaner. Mais ce qui est difficile. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont fait un recul. Donc moi je pense que c'est un calcul tacticien des intérêts qui n'ont rien à voir vraiment avec le problème de la paix dans la région. Christos. Oui, je suis parfaitement d'accord avec le doyen. Donc ce que vous devez savoir, c'est que c'est un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est en RDC, c'est le Rwanda qui a envoyé ses militaires traverser la frontière, c'est le Rwanda qui a mis des équipements sophistiqués, des missiles solaires, des drones, tout ça pour bombarder les camps des réfugiés, pour bombarder nos positions. C'est le Rwanda qui a commis ces carnages-là à Goma avec plus de 10 000 morts. Et tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports des ONG, d'experts, de la MONUSCO, tout le monde est unanime que c'est le Rwanda qui est en RDC. Et même Kagame ne le nie pas. Il les dit avec ses mots, mais il laisse entendre qu'il est dans la légitimité d'être en RDC parce qu'il serait menacé. Menacé par quoi? Menacé par qui? Par ces forces génocidaires, les FDLR, que le Congo soutiendrait. Et vous verrez que depuis les débuts de cette guerre, on nous a toujours envoyé dos à dos, le Rwanda et le Congo, en disant aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Et le Congo a arrêté de soutenir les FDLR, le Rwanda a arrêté de soutenir les M23, comme si la menace potentielle des FDLR pour le Rwanda était égale à la menace existentielle du M23 pour le Congo.
Parce que les M23 ont commis des massacres. Nous savons compter les morts de ces M23 là. Et donc, nous avons négocié pour finalement vider le Rwanda de toute cette substance-là. Nous avons accepté ces plans harmonisés de neutralisation des FDLR et concomitamment, le Rwanda devait retirer ses forces de la RDC. Arrivé le 15 décembre, notre président a pris l'avion pour aller à Luanda pour finalement signer cet accord-là. Et patatras, je reprends votre expression, Kagame dit, je ne signe pas, il faut que vous négociez d'abord avec les M23. Mais c'est clair, donc ça veut simplement dire que le prétexte des FDLR est réellement un prétexte et que ceux qui sont dépositaires de réelles intentions et de réelles ambitions de Kagame, ce sont les M23. Et c'est comme ça que, arrivé au bout, il s'est dit, bon, j'enlève mon masque, négocier avec les M23 parce que c'est eux qui détiennent les véritables revendications que j'ai. Et il comptait justement sur le fait qu'autant on refusait pour reconnaître qu'il y avait ces FDLR-là. Il pensait aussi qu'on refuserait de négocier avec ces M23-là. Et le président l'avait dit il y a plus d'une année, que vous verrez lorsque j'accepterai de négocier avec ces FDLR-là, ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas cette autonomie intellectuelle-là. Derrière eux, ils portent les revendications de quelqu'un d'autre et c'est lui qui guide quand il parle, comment il parle. Vous serez dans une table de négociation, vous leur posez une question, ils vous dites pause, ils sortent, ils doivent appeler Kigali pour rentrer et donner leur position. C'est une perte inutile de temps et c'est comme ça que nous en appelons à la communauté internationale de nous mettre Kagame devant nous et que Kagame puisse nous dire qu'est-ce qu'il veut au Congo, qu'est-ce qu'il revendique au Congo, qu'est-ce que nous avons emprunté au Rwanda, que nous puissions le lui rendre et que finalement que nos populations accèdent à la paix, car c'est comment notre peuple a tant souffert de cette guerre. Il y a eu des millions de morts depuis le début de cette guerre. Il y a eu des millions de déplacés. Et donc, nous disons qu'il faut que la communauté internationale puisse tirer Kagame même par les cheveux, qu'il n'a plus d'ailleurs, et il s'accroche au pouvoir, le ramener à la table des négociations et qu'il nous dise ce qu'il demande réellement. Parce que nous pensions que c'était cette affaire des FDLR. Et il y a déjà un plan harmonisé par rapport à cela, un plan que nous sommes prêts à signer. Le président a gaspillé son carburant pour arriver jusqu'à Luanda pour signer cet accord-là. Il ne s'est pas présenté. Il parle des M23. Nous avons accepté de rencontrer ces M23-là et qu'ils nous disent réellement ce qu'ils veulent derrière cela. Et nous sommes prêts à les faire, mais dans un cadre déjà tracé par la résolution 2773 des Nations Unies, qui justement demande au Rwanda de retirer ses forces, de rentrer à la table des négociations sans condition préalable, en ayant cessé le feu là qui va donner un répit à notre population, et d'arrêter de violer la souveraineté de notre pays où ils arrivent, ils nomment des autorités civiles, ils assassinent les autorités coutumières pour en remplacer d'autres, et ils brûlent même des archives, ils ramènent des populations venues du Rwanda, soi-disant des réfugiés, mais c'est réellement, je ne veux pas emprunter l'expression des gens que je vois se défiler dans les plateaux en France, là, le grand remplacement, mais nous sommes justement dans cette optique-là où on veut remplacer des populations dans ces zones-là pour que plus tard, qu'on arrive à des référendums d'autodétermination, à des choses comme ça, et couper cette partie de l'Est du pays. C'est qu'aucun Congolais n'acceptera, ni les autorités d'aujourd'hui, ni nous qui viendrons demain, et le Rwanda nous trouvera toujours en face de lui. Merci beaucoup, Christos. Ben Luther, les rebelles du M23 ont accusé le gouvernement congolais de saboter, je cite, pour parler de paix en déployant des avions de chasse et des drones pour bombarder des zones densément peuplées. D'abord, je pense que je partage le constat qui a été largement effectué ici et de manière très large. S'il faut dire d'abord une chose sur ces négociations, il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, sauf à être du diable ou à souper nuit et jour avec le diable pour ne pas comprendre que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est le Rwanda qui instrumentalise le M23. Et il n'y a que peut-être la CENCO qui ne voit pas ce problème, cette situation. Aujourd'hui... Vous avez toujours un tac pour la CENCO à chaque émission. Oui, parce que la CENCO pense que, jusqu'à aujourd'hui, pense que le M23, c'est des Congolais. Donc je lui dis, aujourd'hui, on a une preuve que ce n'est pas des Congolais, ce sont des marionnettes du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas ça la raison. La raison, ce n'est pas le fait que
la RDC ou les avions de chasse de la RDC aient pu bombarder, etc. Dans tous les cas, la RDC est dans son droit de défendre son territoire. Le M23, on se souvient, il n'y a pas très longtemps, ils avaient décrété... Il y a aussi le cas des sanctions de l'Union européenne dans la J'en arrive surtout sur ça. Ils avaient décrété eux-mêmes un cessez-le-feu qu'ils n'avaient pas eux-mêmes respecté. D'accord? Donc ces gens-là ne respectent rien. Et quand bien même le président angolais avait appelé que le 16 mars, à partir de minuit, qu'il y ait un cessez-le-feu, cela n'a pas été respecté. Donc il est tout à fait normal que la RDC puisse envoyer des avions de chasse pour les bombarder. C'est logique. Donc ce n'est pas une raison qui a fait que le M23 ne puisse pas se présenter à la table des négociations. Je rappelle encore, il y avait eu le processus de Nairobi qui les appelait, s'ils étaient des groupes armés congolais, à déposer des armes et à s'inscrire dans un processus de paix. Cela n'a pas été fait, ils ne sont jamais allés. Et le président Kagame a toujours exigé qu'il y ait un dialogue direct avec le M23. Et qu'aujourd'hui, le processus de Luanda nous propose ce dialogue, eh bien, les voilà. Ce qui est assez paradoxal quand même, parce que le processus de Luanda, c'est d'abord la RDC et le Rwanda, contrairement au processus de Nairobi, oui, je le qui disais, est un cadre qui existait pour je le disais très récemment. Mais pourquoi le président congolais a opté pour ce format, sachant que ce n'était pas prévu dans son cadre? Alors, ce n'est pas tant le président Tshisekedi qui a voulu. Non, je suis le président congolais, je n'ai pas le président Tshisekedi, c'est lui qui a initié... le président angolais. Angolais, oui. Le président angolais, bah oui, en tant que médiateur et par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, donc je pense qu'il était totalement dans son droit de pouvoir initier ce genre de ce processus. Et surtout, et donc, parce que la Senko... Donc, c'est une demande de Kagame, en principe. Non, c'est sur demande surtout de la Senko, qui à la veille, on se rappelle, qui s'était rendu là-bas. Quand bien même que Kagame l'aurait voulu, c'est aussi la proposition ce que voulait le M23, négocier directement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils n'ont rien à mettre sur la table. Ils n'ont rien. Et ces gens-là sont déterminés, comme le disait Christos, ils sont déterminés en fait tout simplement dans un projet de balkanisation, du grand remplacement et in fine pour créer un nouvel État à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ils n'ont jamais eu, messieurs, tout de table, n'ont jamais eu l'intention de négocier selon vous? Jamais. Non, pour moi, ils n'ont jamais eu l'intention de négocier, déjà parce que sur le terrain, ils accumulent les victoires militaires. Et donc, aller pour eux sur la table des négociations, c'est probablement perdre leur avancée militaire et perdre ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ils ont Goma, ils sont quand même des points assez stratégiques. Et ils sont en train également de monter vers une autre ville dont j'ai oublié le nom. Walikale, exactement, oui. Et donc, je reviens également sur les propos de Ben Luther, et c'est tout à fait normal, et donc dans son bon droit, que la République démocratique du Congo puisse bombarder le M23. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Il faut aller les combattre, il faut aller les prendre dans leur dernier retranchement. C'est extrêmement important, car de un, ils ne peuvent pas négocier, ils ne voudront jamais négocier, et derrière eux, ce sont visiblement des forces d'un autre pays. En fait, je comprends pas. Ils ont accueilli favorablement la nouvelle du président angolais, ils ont formé leur délégation. Après, ils n'y vont plus parce que j'ai évoqué la question de l'attaque, de bombardement de l'armée congolaise, et aussi les sanctions de l'Union européenne de certains de leurs membres. Donc ça s'entend ou pas, Mavinga? Ça ne s'entend pas. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre les enjeux, la nouvelle reconfiguration du monde. C'est-à-dire, on voulait nous amener dans ce que j'appelle un système d'Afdel bis. Un mouvement qui vient pour libérer les gens, comme c'était à l'époque de l'Afdel. Là, on préparait l'Afdel bis pour dire nous venons pour libérer. Sauf que maintenant, les enjeux, la carte du monde a changé. Et toutes ces sanctions envers le Rwanda montrent déjà au Rwanda ce qui était la procédure ancienne de l'Afdel ne marchera plus. Le monde a changé. Donc je pense que les gens de M23, en refusant de venir, ils sont en train maintenant de cogiter pour dire que devons-nous faire pour atteindre nos objectifs. Moi, je pense que les enjeux du monde... Ils gagnent du temps, c'est ça, selon vous? Non, mais les enjeux du monde ont changé, mais je pense que s'ils n'ont pas une grande intelligence, ils seront rattrapés par les nouveaux enjeux du monde. Et par là, je suis en train de voir même la fin de l'influence du Rwanda dans la région de Grand Lac.
avec les nouveaux enjeux qui se tissent, et même ce fait de ne pas vouloir... C'est quoi, le Rwanda est aujourd'hui isolé avec toutes ces sanctions, rupture diplomatique avec la Belgique, qui a pris des mesures de rétorsion aussi derrière. Hein, donc... Non, c'est pour dire que dans la nouvelle reconfiguration du monde, vous savez que les États-Unis se rendent compte qu'ils commencent à perdre du terrain. Et il faut maintenant une nouvelle Les États-Unis qui ont envoyé un envoyé spécial voir le président Tshisekedi ce week-end. Pour prendre du terrain par rapport aux ressources stratégiques qui regorgent notamment la République démocratique du Congo. Donc au moment où nous parlons, moi je pense que de plus en plus, le monsieur Paul Kagame n'est plus l'interlocuteur des Occidentaux dans la région de Grand Lac. De plus en plus. Et ce qui pose directement automatiquement un problème pour le statut de M23 qui est utilisé comme Et donc une remise en cause aussi de la doctrine de la CENCO qui appelait un dialogue direct entre M23 non, et le gouvernement. Je voudrais je pourrais dire un mot. Il faut que nous fassions attention pour ne pas condamner la CENCO. Parce que la CENCO, dans leur logique, qu'est-ce qu'ils avaient dit? La demande de CENCO est un piège aussi pour le M23. Parce qu'ils sont partis pour demander à ces gens qu'est-ce qui justifie. Mais quand le M23 ne veut pas dialoguer aujourd'hui, c'est un échec là de la procédure, de la tactique de la CENCO. A fait preuve de bonne foi. Et donc si le M23 est de mauvaise foi, ça n'engage pas la responsabilité. Ce sont des terroristes. Christophe, on redonne la parole à Christophe, s'il vous plaît, histoire de faire circuler. Oui, donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends sur ce plateau. Et je vous préviens déjà que bientôt, là, quelque part, dans un pays de 1000 collines, on va vous traiter des génocidaires et de faire la propagande du génocide. Il faut vous armer déjà de courage parce que défendre la vérité face au régime FPR, c'est s'exposer à toutes sortes d'invectives et des menaces. On le voit chaque jour, Christophe, t'inquiète pas, on est armé pour ça. Et donc, l'initiative du président angolais, justement, je ne vais pas dire que c'est un piège, mais rentre dans le cadre des recommandations du sommet conjoint EAC-SADC, ouais. qui justement demandait qu'il y ait une redynamisation de ces deux processus, parce que le président angolais était quasiment récusé par Kagame. Et le destin a fait que, en les récusant au processus de Luanda, il s'est retrouvé président de l'Union africaine. Donc, il a encore une plus grande légitimité sur ces questions-là. Et c'est comme ça que, d'autorité, il a décidé qu'on quitte un peu cet engrenage, ces points morts, et qu'on avance, qu'on atteigne finalement cette étape-là du dialogue direct avec le M23, malgré que nous, on ne l'entendait pas de cette manière-là. Parce que justement, il fallait arriver à vider le Rwanda de toute sa subsistance. Et vous verrez qu'il y a eu un avant 15 décembre et un après 15 décembre. C'est-à-dire, depuis le 15 décembre, tout le monde a vu que c'est Kagame qui était de mauvaise foi. Et c'est comme ça que je disais tantôt, où on disait aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Depuis lors, vous n'entendez plus ces communiqués des partenaires ou de la communauté internationale demander à la RDC de faire quoi que ce soit par rapport au FDLR. Parce que nous avons déjà fait notre part et on était prêts à signer ces plans-là de neutralisation des FDLR qui étaient salués par l'ensemble du gouvernement rwandais. Mais c'est eux qui n'ont pas fait leur part et c'est comme ça qu'ils doivent faire leur part et dans la foulée, ils ont attaqué Goma. Et Christophe, on n'a plus par le temps. Sur l'Église, est-ce qu'il y a un échec aussi de la stratégie de l'Église qui appelait un dialogue direct M23 et le gouvernement? Bon, vous savez, ici, beaucoup de gens attaquent l'Église, hein. Et moi, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec la procédure de l'Église, mais je vais rejoindre le doyen pour dire qu'on leur doit quand même le bénéfice du doute. Hein. Ils ont fait preuve de bonne foi. Et parfois, on peut être naïf dans la bonne foi, mais ils ont fait preuve de bonne foi en se disant que nous avons des Congolais en face et il faudrait que nous puissions discuter des problèmes qui sont congolais. Parce qu'au-delà de cette guerre, moi, je dis toujours que après cette énième agression que subit notre pays, il faudrait une réelle remise en question. Parce que le Rwanda n'est pas fort, c'est nous qui sommes faibles. Et nous ne sommes pas faibles par nature, mais nous sommes faibles parce que nous nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis par la mauvaise gouvernance, par la corruption, par tous ceux-là qui ont dirigé le pays depuis Sun City, qui n'ont pas su tirer des leçons de toutes ces agressions-là. 1+4, AFDL, RCD, tout ça. Et lorsqu'on a mis tous les belligérants sur la même table pour prendre cette constitution-là et aller aux élections, il fallait que ceux-là
qui ont dirigé le pays depuis lors puissent s'assurer que pareille chose n'arrive plus jamais. Qu'on ait réellement une armée républicaine, qu'on mette fin à la corruption, qu'on mette fin au népotisme, qu'on construise réellement un État. Malheureusement, on a créé la République des hommes forts, où les gens pensaient qu'ils avaient comme une carte blanche, comme un permis de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont été à la guerre, parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont tué des Congolais. Et c'est justement ce que veulent reproduire ces gens de DM23, ces gens de l'AFC, où vous verrez beaucoup de politiques ont adhéré à cet AFC-là depuis la prise de Goma et de Bukavu, parce qu'ils se disaient que bientôt il y aura un dialogue, bientôt on va distribuer des postes, et c'est le chemin pour pouvoir y arriver. Et nous disons, on ne peut pas continuer à promouvoir la barbarie, on ne peut pas continuer à promouvoir les tueries, parce que demain, vous serez surpris, le Christ aussi est devant vous, laisser une barbe et beaucoup de cheveux dans une brousse quelque part et dire que je veux aussi libérer les Congolais parce que je sais que je serai ministre quelque part. Ça, on doit les décourager, il faut que ça n'arrive plus jamais. Les élections sont la seule voie par laquelle il faut arriver au pouvoir. Et ça, c'est bien de clarifier. La lutte que nous devons mener, ce n'est que la lutte d'idées et les armes, c'est à tourner contre nos ennemis et non contre notre population. Merci beaucoup, Christos. Ben Luther, il nous reste 6 minutes, on va faire un tour de temps. Comment voyez-vous la suite aujourd'hui après? Je précise que la délégation congolaise se rendra à Luanda pour poursuivre les discussions. Je ne sais pas, ils vont discuter avec qui, mais bon, il saura aussi qui s'y rendrait quand même. Oui, ben c'est logique. La délégation congolaise s'y rend pour montrer sa bonne foi, sa volonté de vouloir trouver une solution. Ouais, ce n'est pas une délégation de haut niveau aussi. Hein. Pacifique, durable. Ben, je rappelle que quand même Jean-Pierre Mbemba, c'est pas... Je ne pense pas qu'il n'ait été mentionné dans la... Il avait été quand même celui qui devrait représenter le Congo. Je ne l'ai pas vu dans la liste des personnes qui font le voyage. Ce sera un conseiller du président. Voilà, donc mais au départ, c'était lui qui devrait faire face, qui devrait discuter avec le M23. Mais j'aimerais très rapidement revenir un peu sur l'échec de la Synco en une minute. Moi, je pense que c'est vrai qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. On peut aussi saluer la volonté quand même de la Synco de vouloir trouver une solution pacifique. Mais avant d'entamer ces négociations, la Synco savait très bien que c'était le Rwanda qui était derrière le M23. Cela a été étayé par des rapports des Nations Unies, étayé par le gouvernement congolais. Et donc, à partir de ce moment, quand la Synco va voir le M23, la Synco devrait, en retour, nous dire, voilà, nous faire comprendre, voilà ce que le M23 veut, etc. On n'a jamais eu les désidérata du M23 à l'issue de la rencontre entre la Synco et le M23. Et donc, jusqu'ici... C'est quoi la suite aujourd'hui? La suite aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de négociations. Et donc pour moi, le gouvernement ne doit plus négocier. Et donc aujourd'hui, c'est le terrain, c'est la guerre, il faut aller combattre. Voilà, c'est la solution militaire pour l'instant. Et donc j'avais raison depuis le départ, qui était de dire qu'il fallait une grande solution militaire et des sanctions. Les rangs des FARDC. C'est militer beaucoup. Non, mais... Il y a des professionnels pour ça. Il faut une grande réforme de l'armée, il faut une grande également aide internationale pour la RDC et surtout prendre des sanctions comme ça a été pris actuellement contre les personnes qui instrumentalisent tout ça. Et je voudrais encore revenir sur les sanctions de l'Union européenne, mais ce n'est pas la première fois que des sanctions ont été prises. Hein. Et donc, le M23, disons que des sanctions ont été prises actuellement qui font qu'ils ne vont pas aux négociations, c'est vraiment, ce sont simplement des bêtises qui font qu'ils ne veulent... Ils montrent encore une fois qu'ils ne veulent pas négocier et qu'ils veulent simplement continuer à terroriser et à détruire les populations. Il y avait aussi l'idée qu'ils aient appris l'initiative sur les réseaux sociaux. Non, mais... Ils nous sortent à chaque fois des... Non, mais ça, c'est ça. Oui, mais ils ont été quand même de manière officielle. Oui, mais dans la foulée, mais dans un premier temps, j'ai été informé sur les réseaux sociaux. C'était prévu. Ça, c'est l'argument qu'ils évoquent. Oui, mais c'est prévu depuis longtemps. Parole au doyen avant de revenir à Christos pour le mot de fin. Moi, je pense que comme Christos a parlé aussi de problème d'un peuple affaibli, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais, notamment les acteurs congolais, qui doivent prendre le destin de ce pays en main. Nous avons failli. Ça, il faut toujours le souligner chaque jour, au lieu de jeter nos propres sur les autres. C'est parce que nous avons été incapables de bâtir un Congo plus beau, plus fort, plus puissant depuis le départ de Mobutu en 1997 que nous nous retrouvons dans cette situation. D'où le gouvernement d'union nationale qu'il faut faire. Il faut absolument que nous nous mettions ensemble. Il faut une rencontre congolo-congolaise de la plus haute intelligence, le plus rapidement Autour de qui? Possible. Autour de qui? Mais j'ai bien dit congolo-congolaise.
Mais il faut quelqu'un pour diriger les... Autour du président Tshisekedi, il n'y a pas de débat. Non, j'ai dit, parce que vous savez, quand je dis... On ne va pas ouvrir encore le débat à Mavinga. Pourquoi on ne dit pas, si on dit, autour de, par exemple, Tshisekedi, on dira, on est en l'appuyer pour qu'il garde son pouvoir. Mais moi, je vois l'intérêt de ce pays qui risque d'être... Mais il faut un homme fort, doyen. Il faut que nous nous mettions ensemble autour d'une table pour trouver une solution à cette crise. Cette crise ne viendra pas des accords ni des dialogues. Surtout pas avec la Cinco. Christophe, pour le mot de fin. Ouais, je pense que pour l'instant, j'adhère aussi à ce que vous dites. La suite, c'est quoi? La suite, c'est on doit se battre sur terrain. J'ai toujours été, depuis les départs, partisan de la lutte, parce que j'ai dit toujours, même des solutions diplomatiques, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là sont complices de notre malheur. Et ils ont donné un permis de tuer au Rwanda, soit par complicité avec ce qui fait à l'Est, ou juste par culpabilité par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait pour eux durant les génocides. Mais en tout cas, ils étaient au courant de ce qui s'est passé et ils n'ont rien fait. Et je dis toujours, la solution qui vient du bourreau n'est jamais profitable pour la victime. Elle est peut-être te soulager un tout petit peu, mais ça ne va pas guérir ton mot dans la durée. Et nous devons nous-mêmes guérir nos propres tares, nous-mêmes guérir nos propres turpitudes. Et il faudrait justement cette rencontre-là de haut niveau où on se rencontre. Moi, je dis toujours, on doit quitter cet électoralisme où on est dans un piège chaque 5 ans. On doit brader des milliards pour organiser des élections que les gens ne reconnaissent pas. Et après, ceux qui se retrouvent là-bas ne le sont pas du fait des élections, mais du fait des contestations de ces élections-là. Et finalement, on perd du temps. Il faut que nous puissions créer un autre modèle du Congo que nous voulons en 1960, lorsqu'on aura 100 ans d'indépendance, et que ce Congo-là soit un Congo digne, un Congo prospère, un Congo grand. Et ça passe par une humilité de nous, Congolais, qu'on arrête un peu d'individualiser le débat. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui a été élu. Il n'est pas parfait, mais il est l'homme qui est là, c'est lui le garant des institutions et les garants de la nation. La nation est menacée, nous devons d'être derrière lui, nous devons de nous mettre autour de lui pour fabriquer cette nation-là et à lui aussi de donner des gages et des garanties aux gens que ce qui s'est fait ne s'est fait pas pour lui et que à l'issue de ces processus-là, on va dire de renforcement où on va recréer le Congo, il partira et il le sera celui qui viendra pour présider à la destinée de ces nouveaux Congos-là, qu'on jettera à l'eau pour qu'il aille au port du changement. Et ça, c'est ce qui redonnera de l'espoir à notre peuple. Et on va se battre, nous, de la nouvelle génération. Ceux qui viennent, surtout après nous, c'est ceux-là qu'on doit protéger de la pourriture qui commence déjà à infecter notre génération, pour qu'on ait des citoyens dignes, qu'on ait des citoyens modèles, des citoyens intègres, qui seront réellement à la hauteur de ces grands pays que nous avons, qui est une chance pour l'Afrique et pour le monde, mais qui aujourd'hui devient comme une gangrène. Ouais. Oui. Il a tout dit. Il a tout dit. Je pense que nous avons besoin d'une grande intelligence congolaise. Nous nous mettons l'humilité d'abord, de reconnaître que nous avons échoué, nous tous. Je ne connais pas les autres. Nous avons globalement échoué. Il faut recréer un nouveau Congo. Nous devons nous mettre tous autour d'une table. Moi, je ne suis pas contre le président Tshisekedi. Il faut qu'on dise les choses clairement. Pourquoi j'ai dit au nom du peuple congolais? Pour qu'on ne vienne pas me donner des intentions d'être quelqu'un qui est tenté de chercher un poste chez le président Tshisekedi. Vous êtes déjà ici. Oui, pas besoin de poste. Oui, donc nous sommes là pour l'intérêt du peuple congolais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui doit prendre en main son destin. Et il n'y a pas mieux aujourd'hui qui représente les intérêts du peuple congolais que le président Tshisekedi. Si aujourd'hui, moi j'aurais proposé peut-être qu'il y ait une deuxième conférence nationale souveraine pour la paix démocratique du Congo autour de... Merci beaucoup, je dois rendre l'antenne. Mais merci Christophe, merci infiniment, merci à tous les trois, merci à Romain Kiko à la réalisation. Portez-vous bien. Christophe. Pensez à nos téléspectateurs de Bukavu, de Goma, je vois sur les stats qui nous regardent aussi chaque jour. Merci et nous sommes de tout cœur avec vous dans cette guerre. Portez-vous bien.